TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les cas positifs liés à la Covid-19 augmentent ces derniers jours au Togo. En cette période de vacances, le gouvernement tire la sonnette d'alarme pour une vigilance plus accrue. Le sujet a d'ailleurs été évoqué en Conseil des ministres ce mercredi et à la conférence de presse de la Coordination nationale de riposte contre la maladie. Le compte rendu dans ce journal. Et puis pour dissiper tout malentendu concernant le carburant servi dans les stations-service qui n'atteindrait pas le litre conventionnel, une équipe du ministère du Commerce était en mission d'inspection ce jour. Qu'en est-il concrètement? Les détails à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres, toutes nos excuses pour ce léger retard. Le Conseil des ministres est réuni ce jour sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Le Conseil a examiné et adopté 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté une communication. Suivant le communiqué en sanctionné le Conseil, il est présenté par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayouadan. Communiqué du Conseil des ministres du 6 juillet 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 juillet 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté une communication. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Le phénomène grandissant de violences à caractère sexuel dans les institutions éducatives et centres d'apprentissage impacte négativement les études des apprenants victimes et compromet leur avenir. Face à ce phénomène, il est apparu nécessaire de prendre des mesures visant à renforcer l'arsenal juridique existant et à préserver les meilleures conditions possibles à l'éducation des enfants. C'est l'objet de la présente loi dont l'adoption permettra non seulement de mettre en place des mécanismes de prévention de ces actes, de protéger et d'accompagner les victimes, mais également de renforcer l'arsenal répressif. Il constitue un moyen de lutte contre l'analphabétisme et de réduction des inégalités. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement. Cet avant-projet de loi définit un cadre incitatif pour les industries du textile et de l'habillement. Il s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'attractivité du cadre législatif pour les investissements et d'accélérer la transformation de l'économie nationale, la création d'emplois et l'inclusion sociale dans un contexte de mise en place de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA. Son adoption permettra à notre pays de disposer d'un véritable outil d'accélération de l'installation des industries du secteur du textile et de l'habillement et de booster ainsi un secteur à forte intensité en main-d'œuvre. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant Code des marchés publics. Pour rappel, ce texte fixe les règles qui régissent la préparation, la passation, le contrôle, l'exécution et la régulation des marchés publics conclus par les autorités contractantes pour répondre à leurs besoins en matière de réalisation de travaux, d'acquisition,
de fourniture ou de prestation de services. Son adoption permettra une meilleure gestion des acquisitions, une célérité des procédures, un renforcement du climat des affaires, une professionnalisation des acteurs et une amélioration de la consommation des crédits budgétaires. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation, fonctionnement de l'INAM, organisme de gestion de l'assurance maladie universelle. Ce décret fait suite à la désignation de l'INAM comme organisme de gestion de l'assurance maladie universelle au Togo, AMU. Il élargit et adapte les attributions de l'INAM afin d'assurer la mise en œuvre efficace et efficiente de l'AMU. L'adoption de ce décret vient marquer une étape importante dans l'opérationnalisation de cette réforme qui renforce l'inclusion sociale conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication sur des actions à mener pour limiter la propagation de la COVID-19 pendant la période des fêtes traditionnelles, présentée par le coordonnateur national de la gestion de riposte contre la COVID-19. Cette communication a pour objectif de présenter au Conseil les actions envisagées pour limiter la propagation de la COVID-19 lors des fêtes traditionnelles. Ces fêtes, qui sont des moments de retrouvailles et de célébration de nos traditions, devront se tenir dans le strict respect des mesures barrières. Par ailleurs, des dispositifs de vaccination seront déployés sur les sites de ces fêtes. Les équipes sanitaires et les membres des groupes mixtes de surveillance seront mobilisés pour accompagner les comités locaux tout au long des festivités. Le gouvernement a saisi cette opportunité pour rappeler à tous le maintien de la vigilance durant ces fêtes afin d'éviter une propagation forte de la maladie. Au titre des divers, le gouvernement s'est réjoui des conclusions de la 61e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le dimanche 3 juillet 2022 à Accra. Madame le Premier ministre a présenté, au nom du gouvernement, ses admirations au président de la République pour les initiatives et efforts qu'il n'a cessé de déployer avec ses homologues, en particulier en facilitant le dialogue entre la CEDEAO et le gouvernement malien, ce qui a abouti à la levée des sanctions qui pesaient sur ce pays frère. Fait à Lomé, le 6 juillet 2022, le Conseil des ministres. Au terme du Conseil, le porte-parole du gouvernement a échangé avec les journalistes sur les différents sujets abordés. Il est revenu notamment sur le projet de loi sur la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Nous l'écoutons. En ce qui concerne la protection des apprenants, de façon générale, notre pays n'est pas démuni. Il existe bien évidemment un cadre légal de droit commun qui permet de protéger les apprenants en milieu scolaire. Mais le constat est que aujourd'hui, malgré l'effectivité de ces textes, il y a encore des situations de violence sexuelle notamment sur des apprenants, tant en milieu scolaire qu'en dehors du milieu scolaire. Et ces situations ont un impact négatif important sur la scolarité des jeunes apprenants, notamment les filles. À partir de là, le gouvernement a choisi de renforcer l'arsenal existant en se dotant de cet avant-projet de loi qui vise à aggraver les peines, à proposer un accompagnement en cas de violence sexuelle avérée, à créer les conditions de signalement de ces violences
sexuelles et autres d'ailleurs, discriminations, harcèlement, pour que les élèves, les apprenants puissent se sentir en sécurité à l'école, pour que ces situations soient endiguées et que les résultats scolaires soient à la hauteur des espérances de notre pays. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement à la suite donc du compte-rendu du Conseil des ministres à la fin de cette édition. Et le Conseil des ministres l'a justement évoqué. Il a évoqué cette nouvelle hausse du taux de contamination des cas de la COVID-19 au Togo. Et c'est d'ailleurs c'était le principal sujet évoqué cet après-midi par le coordonnateur national de la riposte face aux journalistes. Et c'était en conférence de presse. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Avec la réouverture des frontières, l'allègement des mesures restrictives dans le monde, le taux de contamination repart à la hausse. Le Togo ne fait pas exception, en témoignent les chiffres rendus publics par la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19. 132 cas positifs cette semaine, 111 cas la semaine dernière, et en début d'avril, l'on était à moins de 10 cas par semaine. Une nette augmentation donc. 4 malades sont actuellement au centre de soins et 167 cas actifs depuis hier sont enregistrés. Ces cas ne s'arrêtent pas uniquement à Lomé, ça touche un peu l'intérieur du pays et nous devons faire attention. Pour ce qui est de la vaccination, nous avons dit la fois dernière que cette vaccination s'est ralentie et que depuis un mois, nous avons pu vacciner environ 40 000 personnes. Depuis un mois, ceux qui ont eu première dose, il y a eu seulement un peu plus de 9 000 de nouveaux qui sont venus se faire vacciner pour la première dose de la primo-vaccination. Depuis un mois, il n'y a eu seulement que 21 248 qui ont eu leur deuxième dose. Et aussi, depuis un mois, il y a un peu plus de 9 000 qui ont eu leur premier rappel. Au total, nous avons seulement un peu plus de 101 000 qui ont fait cette troisième dose, ce rappel. Les signaux sont au rouge et il faut renforcer la vigilance à tous les niveaux. Aéroports, lieux de rassemblement et de réjouissance. Et avec le retour des fêtes traditionnelles, la coordination met les bouchées doubles. Les luttes EVALA en pays cabier seront aussi strictement surveillées. Pour les EVALA qui vont commencer la semaine prochaine, des mesures sont prises pour que les réjouissances se déroulent dans de bonnes conditions sanitaires. La CLGR, c'est-à-dire le comité local de la riposte, l'information sanitaire sont mobilisés pour vacciner toutes les personnes souhaitant le faire, et ceci dans tous les cantons. Et les équipes de la force GMS seront déployées à la fois pour sensibiliser, mais aussi pour s'assurer du respect des mesures, des gestes barrières, du port des masques, et vérifier également aussi la régularité des certificats de vaccination à la fois des participants et des visiteurs. Ces mesures prises pour les EVALA seront, à quelques différences près, les mêmes mesures pour les autres fêtes traditionnelles. Se faire vacciner, faire sa dose de rappel, respecter les mesures barrières, la coordination nationale y convie tous les citoyens. Et à ce jour du mercredi 6 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 540, 26 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 085.
13 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 180 et le nombre de décès de 275. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et la vigilance doit être de mise en cette période de grandes vacances où de fortes arrivées sont enregistrées à l'aéroport de Lomé. Il faudra être très prudent vis-à-vis des voyageurs en provenance de la France, par exemple, où 200 000 cas positifs de la Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Dans les pharmacies, de nouveau, des files d'attente pour se faire tester. J'ai une suspicion de Covid, parce que moi, simplement, j'ai commencé à être malade vendredi. Depuis 10 jours, cette pharmacienne a vu le nombre de contaminations s'envoler. Pour aujourd'hui, on est à peu près à 200 tests réalisés et on est aux alentours de 35%, 40% de positivité aujourd'hui. La 7e vague n'en finit donc pas de monter, jusqu'à 120 000 cas par jour sur la dernière semaine. Mais la réponse du gouvernement est minimaliste. L'état d'urgence sanitaire prendra donc bien fin comme prévu au 31 juillet. Pas de contraintes ni de répression, qui serait mal vécu par la population au début de l'été. Mais un projet de loi pourrait permettre une certaine souplesse jusqu'à la fin de l'hiver prochain. Le gouvernement conserverait la possibilité de demander certains justificatifs aux plus de 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire. Autrement dit, un pass sanitaire aux frontières avec test négatif ou justificatif de vaccination. Pour certains infectiologues, ce projet de loi est bancal. À ce moment-là, il faut l'adjoindre à la reprise du port du masque qui protège dans les lieux de transport et pas uniquement à la barrière physique qu'est la frontière. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a répété devant l'Assemblée nationale que le port du masque en lieu clos était particulièrement recommandé. En page nationale, une rencontre de planification stratégique du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable a ouvert ses travaux depuis ce matin à Lomé. Les assises visent à identifier les axes stratégiques du prochain cadre de coopération. Et ceci, c'est à la lumière des priorités de développement national et des acquis de l'ancien cadre dont l'exécution a été abrégée. Les précisions dans ce compte-rendu de Chazenam Baga. Les agents du système des Nations Unies. L'intervention du système des Nations Unies au Togo se fait en fonction d'un document cadre de coopération. Celui-ci s'articule autour des objectifs et des priorités du document de développement national. Avec l'élaboration de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, il s'est avéré nécessaire d'abréger l'ancien document cadre de coopération arrimé au PND 1822 qui devait s'étendre jusqu'en 2023 et d'élaborer un nouveau sur la période 2023-2026. Les présentes assises visent à identifier les axes stratégiques du prochain cadre de coopération. C'est une traduction de nos actions dans la mise en œuvre effective du plan de développement national du Togo. On est en train d'aligner nos actions et nos priorités et tous nos objectifs à ce plan afin d'être efficaces et d'accélérer la mise en œuvre avec des actions concrètes et ensuite atteindre des résultats tangibles. Pendant 3 jours, membres du groupe technique conjoint gouvernement système des Nations Unies, économistes et les autres acteurs vont s'accorder sur les défis de développement au Togo, construire la théorie de changement et formuler le cadre des résultats. Les travaux portent également sur l'identification des vecteurs de changement ainsi que l'adoption des critères de convergence pour favoriser l'impact des interventions du système des Nations Unies au Togo. Ces grands axes suivent exactement les axes déclinés dans la feuille de route du plan de développement du pays. Donc, c'est beaucoup plus tout faire pour ne laisser personne pour compte. Donc, nous allons tout faire pour nous aligner afin que tout citoyen togolais puisse avoir accès aux services sociaux de base, avoir accès à des emplois décents et être capable de contribuer au développement du Togo. Le directeur de cabinet du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, Edjao Essohanam, a salué l'élaboration du nouveau cadre de coopération qui va permettre d'atteindre les objectifs de développement durable à travers une transformation sociale et économique, une action sur l'environnement et contre le réchauffement climatique.
Il devra, a-t-il insisté, influer sur les dynamiques régionales et transfrontalières et mieux rendre compte du lien entre le développement, la paix et l'action humanitaire. Ce sera un instrument de mobilisation des ressources pour la réalisation de l'agenda 2030. Je vous annonçais dans les titres cette descente inopinée ce jour à Lomé dans 4 stations d'essence pour une vérification. Et selon certains Togolais, l'essence à la pompe n'atteindrait pas le litre. Une équipe de la TVT a accompagné le service de la météorologie dans cette démarche d'inspection. Le reportage est signé Sandra Aziagbi. Parce qu'il circule dans l'opinion que l'on nous pompe de l'air dans les réservoirs de nos automobiles, le service du conditionnement de la métrologie légale est allé contrôler la conformité, l'exactitude et la fidélité des compteurs des stations d'essence. Un exercice de précision avec des jauges de 5, 10 et 20 litres. Selon les résultats que nous avons ici, c'est un instrument conforme qui débite dans la normale. Il est difficile qu'on puisse dire qu'une pompe de station d'essence livre de l'air. Quand on déclenche le système, l'air ne sort pas du même orifice que le produit. De la station de service Rond-Point Port à Adidogomé, en passant par Kélegougan et Agoué, le résultat est sans équivoque. Les stations-service que nous avons parcourues ce matin, après les essais effectués sur leur compteur, qui s'est révélé que les résultats sont conformes, où les mesureurs de ces stations font des mesures justes et fidèles et il n'est plus à s'inquiéter par rapport à la quantité servie. Cette descente fait partie des activités périodiques du service en charge de la métrologie pour garantir la loyauté dans les échanges commerciaux et protéger les consommateurs. La loi a prévu des sanctions et ces sanctions sont constituées des amendes allant jusqu'à 10 millions et des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans. Chaque station vérifiée se voit délivrer une attestation de conformité, un Graal pas inutile sur un marché concurrentiel. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe de l'ouverture d'un concours d'entrée à l'École nationale d'administration à l'intention des Togolais des deux sexes désireux de faire carrière dans la haute administration publique. Les dossiers de candidature sont déposés tous les jours ouvrables à Lomé, à l'École nationale d'administration, et à Kara, à la Direction régionale du travail et des lois sociales du lundi. Depuis le lundi du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022 à 17h. Les dates des épreuves écrites sont fixées au 29 et 30 août 2022. Les autres modalités et conditions du concours peuvent être consultées dans le quotidien national Togo Presse ou sur le site du ministère, le www.fonctionpublique.gouv.tg. C'est un communiqué donc signé par le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bawara. Hors du Togo, l'information circule depuis quelques jours déjà. L'ancien président Blaise Compaoré serait attendu dans les prochains jours à Ouagadougou après son exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Il devrait notamment rencontrer le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, une fois donc de retour sur le sol burkinabé. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je suis Rachel Doubidi du journal Le Messager. Concernant l'avant-projet de loi relatif à la protection des apprenants contre les violences sexuelles au Togo, quel est aujourd'hui l'état des lieux de la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo? Ma deuxième question. Nous savons qu'il y a déjà une loi qui prend en compte la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Cette loi est-elle caduque? Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre extrascolaire? Relativement à l'état des lieux, en ce qui concerne la protection des apprenants de façon générale, notre pays n'est pas démuni. Il existe bien évidemment un cadre légal
de droit commun qui permet de protéger les apprenants en milieu scolaire. Je peux citer la loi de 1984 qui protège spécifiquement les élèves. On peut citer le Code de l'enfant de 2007, le Code pénal de 2015. Donc, il existe un arsenal législatif pour protéger les apprenants en milieu scolaire. Mais le constat est que aujourd'hui, malgré l'effectivité de ces textes, il y a encore des situations de violence sexuelle, notamment, sur des apprenants, tant en milieu scolaire qu'en dehors du milieu scolaire. Et ces situations ont un impact négatif important sur la scolarité des jeunes apprenants, notamment les filles. À partir de là, et on peut citer des chiffres, aujourd'hui, en tout cas 2020-2021, c'est près de 1747 grossesses en milieu scolaire. Et cette situation n'est plus tenable. Donc, il fallait réagir. Le gouvernement a choisi de renforcer l'arsenal existant en se dotant de cet avant-projet de loi qui vise à aggraver les peines, à proposer un accompagnement en cas de violence sexuelle avérée, à créer les conditions de signalement de ces violences sexuelles et autres d'ailleurs, discrimination, harcèlement, pour que les élèves, les apprenants puissent se sentir en sécurité à l'école, pour que ces situations soient endiguées et que les résultats scolaires soient à la hauteur des espérances de notre pays. Donc aujourd'hui, on a un projet complet qui va d'abord dans le préventif, ensuite propose un accompagnement et également des sanctions. Vous avez parlé des situations extrascolaires. Alors sur ces situations-là, évidemment que le droit commun est pertinent pour régler ces situations. Mais si le besoin se fait sentir et que ce sont des personnes issues du milieu scolaire qui se retrouvent hors de l'école, cet avant-projet de loi propose également des règles pour encadrer ces situations. Moi, c'est Herman Kodjo Adadé, je suis de la télévision en ligne Direct 7. Alors, sur la question de l'avant-projet de loi portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement, nous voudrions savoir pourquoi un nouveau statut de zone franche dédié au secteur du textile et de l'habillement, tout en sachant que le Togo dispose déjà d'un statut de la zone franche et des tests pour l'amélioration du climat des affaires. Quelles peuvent être les éventuelles retombées pour les acteurs togolais de ce secteur qui promeuvent surtout le consommer local? Vous avez bien noté que nous avions déjà des textes en matière d'amélioration du climat des affaires. On a un code des investissements qui est plutôt performant et un encadrement de façon générale de la zone franche avec la PIZF notamment. Alors, spécifiquement sur le textile, le gouvernement a fait un choix. Le gouvernement a fait un choix. Un chiffre ici aussi, moins de 2% du coton que nous produisons est transformé. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons plus de 98% du coton fibre que nous produisons qui est vendu en l'état et que d'autres personnes transforment pour nous revendre ensuite du textile à des prix très élevés. Même le fil de coton que nos parents utilisent pour la confection de certains tissus est importé. À partir de là, le choix du gouvernement, notamment avec la mise en place de la plateforme industrielle d'Adétikopé, était de se concentrer sur la filière coton en produisant et en transformant pour ajouter de la valeur au coton fibre. Dès lors que nous avons l'infrastructure, notamment la plateforme industrielle d'Adétikopé, il fallait encore attirer les industriels pour que ceux-ci puissent installer les structures pouvant transformer le coton. Et ce texte, qui est spécifique à l'industrie du textile et de l'habillement, vise à attirer notamment des investisseurs dans ce secteur-là et faire en sorte que le coton que nous produisons soit d'abord transformé chez nous et que nous puissions vendre les produits finis. Alors, les retombées sont importantes, d'abord en matière de main-d'œuvre
à employer, une réduction significative du chômage est attendue par le jeu de l'implémentation de ces industries-là, mais aussi tous les producteurs de coton auront mécaniquement un débouché pour pouvoir vendre leur production. Toutes les industries connexes à la fabrication du textile ou de l'habillement pourraient trouver également un débouché par la mise en place de cette zone franche. Donc on voit bien que le gouvernement est rentré dans un processus complètement intégré qui nous permettra de partir de la production du coton jusqu'à un produit fini ou semi-fini qui aura plus de valeur à injecter sur le marché. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est prévu la réhabilitation de l'industrie de Dacha ou bien la création d'autres sites? Sur l'usine de Dacha, il y a eu des actions qui ont été menées récemment, d'abord pour faire un état des lieux de l'existant et puis programmer des actions à mener sur le site. Alors, en l'état, il n'est pas prévu de relancer l'usine de Dacha, mais les réflexions sont en cours. Les autres sites, aujourd'hui, la plateforme industrielle d'Adétikopé est le réceptacle qui a été identifié pour l'installation des usines, pour démarrer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la phase 2, c'est-à-dire l'extension de la plateforme, est envisagée. Donc, il y a des projets en cours en termes d'implantation d'usines sur toute l'étendue du territoire, mais immédiatement, le réceptacle que nous avons, c'est d'abord la plateforme industrielle d'Adétikopé. Moi, c'est René Doku du journal Impartial Actu. Okay. Le Conseil a examiné le projet de décret portant code des marchés publics. J'aimerais savoir pourquoi un nouvel examen de ce code. Le code des marchés publics date de 2009. 2009-2022, il y a presque une décennie. Et ce code-là a été appliqué et le gouvernement a commandité un audit et une évaluation en s'appuyant sur l'expérience tirée de l'application du Code des marchés publics. Et cette évaluation a imposé une relecture du Code parce que les dispositions du Code ne permettaient plus d'atteindre les objectifs de développement, les objectifs en termes de célérité des marchés, les objectifs en termes de consommation du crédit. Donc à partir de là, pour améliorer la consommation des crédits, gagner en efficacité, en efficience et en qualité de la dépense publique, il fallait se doter de nouveaux textes qui permettront notamment de régler un certain nombre de défis. Et ces défis-là, il s'agit notamment de la réduction des délais, parce que dans la passation des marchés, l'on pouvait être confronté à des délais extrêmement longs, ce qui pouvait freiner la réalisation d'un certain nombre d'actions. Donc, réduction des délais, gagner en transparence dans la passation des marchés, mettre au cœur de la passation la question de la durabilité, parce que très rapidement, l'on était dans un processus où le moins 10 ans, l'offre la moins disante était celle qui était retenue, mais aujourd'hui, on a basculé sur un autre paradigme. Il s'agit de l'offre qui est économiquement la plus avantageuse. Et une telle offre intègre des paramètres qui sont beaucoup plus larges. Je parlais de durabilité tout à l'heure, je parlais de la qualité de la dépense publique, la prise en compte des normes environnementales. Donc, tous ces éléments-là ont présidé à la relecture du Code des marchés publics. Le Conseil a également examiné le projet relatif à l'Institut national d'assurance maladie, INAM. Depuis un temps, on sait que le champ d'action de l'Institut est élargi. Dites-nous, quelles sont ces nouvelles missions? Les nouvelles missions de l'Institut national d'assurance maladie sont alignées sur la loi portant assurance maladie universelle au Togo. Vous savez, cette loi a été adoptée l'année dernière et permet d'élargir l'assurance maladie, disons, à tous les Togolais. Et de ce fait, mécaniquement, l'INAM devait voir également s'élargir ses attributions pour pouvoir couvrir désormais ce champ. Donc aujourd'hui, le projet de décret qui a été adopté en Conseil des ministres va permettre à l'INAM d'être
institué comme gestionnaire de l'assurance maladie universelle et de pouvoir ainsi piloter l'assurance maladie universelle à l'échelle de notre pays. Est-ce qu'on peut avoir une idée des couches sociales incorporées? Alors là, je vais être très bref, tous les Togolais sont concernés. Vous avez écouté une communication relative aux actions à mener pour limiter la propagation de la COVID-19 pendant les périodes de fêtes traditionnelles. J'aimerais savoir, avec la levée des interdictions, doit-on s'attendre à des actions spécifiques à mener pour limiter la montée des cas de contamination pendant la période des fêtes? Je pense qu'il faut lire cette communication comme un rappel. Il est clair, et tout le monde l'observe, que nous assistons à un ralentissement important de la pandémie, mais il n'est pas non plus faux de relever que depuis quelques jours, on observe ici et là une légère augmentation, ou en tout cas des cas un peu plus fréquents. Or, on le voit bien, nous rentrons en ce qui nous concerne dans une période particulière où nos concitoyens vont se retrouver pour célébrer leurs traditions, mettre en valeur leur histoire. Et à cette occasion, il va y avoir des brassages importants. Donc, la communication a eu pour objet de rappeler que les mesures barrières doivent être observées, les mesures restrictives aussi pourraient être observées en fonction de la manifestation que l'on va avoir. Si je prends l'exemple des Evala, par exemple, c'est une fête qui va entraîner des contacts physiques entre les individus, et sur les Evala en particulier, la recommandation serait que les lutteurs soient vaccinés avant de procéder aux luttes. Donc les comités d'organisation sont sensibilisés à cette fin, et le comité de gestion de la riposte à la COVID-19 est à disposition pour accompagner les différents comités. Si on prend par exemple Odoy Ichou à Atakpamé, il y aura des brassages, mais il n'y aura pas toujours de contact. Et en ce moment-là, ce sont les mesures barrières qui sont fortement recommandées, le port du masque par exemple, pour que ces célébrations se passent très bien et qu'après, l'on n'assiste pas à des pics. Il y a des dispositifs qui seront mis à disposition en termes de vaccination pour pouvoir accompagner le processus. Le groupe mixte de surveillance aussi est mobilisé. Donc, en réalité, aujourd'hui, il s'agit de rappeler aux uns aux autres que les mesures que nous avons observées, la disponibilité dont nous avons fait preuve dans la lutte contre la Covid, doivent être réactivées justement pour que nous puissions éviter une augmentation des contaminations à la fin des vacances. Au cours du Conseil des ministres, Madame le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement ses admirations au président de la République pour les initiatives et les efforts qu'il n'a cessé de déployer avec ses homologues, en particulier en facilitant le dialogue entre la CEDEAO et le gouvernement malien. Peut-on dire que la médiation du président de la République a réussi? Je pense qu'il nous faut d'abord exprimer une joie de voir les sanctions qui pesaient sur le peuple malien levées. La levée de ces sanctions est évidemment une consécration de la diplomatie active de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est une réussite collective puisque la CEDEAO, enfin les pairs du Président de la République, ont décidé ensemble de lever ces sanctions-là. Il faut également lire dans cette levée des sanctions une avancée importante dans le rétablissement des relations qui peuvent exister entre le Mali et les autres pays qui sont membres de la CEDEAO. Il faut également y lire une contribution importante au rétablissement de la paix et également de la sérénité qui doit présider aux actions au quotidien de ces populations. Le président de la République n'a eu de cesse de le dire. La clé de cette négociation, c'est la volonté de voir ces populations retrouver la quiétude dans laquelle elles vivaient. Et c'est véritablement cette volonté forte qui a été, on va dire, la boussole de
de la négociation du président de la République. Et je pense qu'il est légitime de dire nos admirations au président de la République pour cet achèvement. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Rendez-vous tout à l'heure à 20h pour suivre le match Togo-Cameroun, comptant donc pour la CAN féminine. Bonsoir.